Et si l'éducation était bien plus qu'un simple moyen de transmettre des savoirs? Et si, au lieu d'être neutre ou objective, elle était fondamentalement politique? C'est ce que pensait Paulo Freire, grand penseur brésilien du XXe siècle, pédagogue des opprimés, pour qui l'éducation pouvait ou et devait devenir un outil d'émancipation, de transformation sociale, voire de révolution. Pour lui, l'école ne devait pas simplement former des travailleurs dociles, mais des citoyens critiques, capables de comprendre et transformer le monde qui les entoure. Dans cette vidéo, on va explorer les grandes idées de Paulo Freire, et s'interroger ensemble. Est-ce que l'école peut vraiment changer la société? Est-ce que former l'esprit critique, c'est déjà résister? Et comment une éducation engagée peut-elle exister sans devenir endoctrinante? On va avancer doucement, pas à pas, en liant la pensée de Freire à notre monde d'aujourd'hui. Ce sera politique, bien sûr. Mais aussi humain, profond, et peut-être, porteur d'espoir. Installe-toi confortablement, on commence. Paulo Freire n'était pas un philosophe abstrait. Il est né en 1921 au Brésil, dans un pays marqué par les inégalités sociales, la pauvreté, et une forte domination des élites sur les classes populaires. Il a connu très jeune la faim, le manque, l'exclusion. Et cette expérience de la misère ne l'a jamais quitté. Elle a nourri toute sa réflexion sur l'éducation. Dans les années 1960, Freire mène des campagnes d'alphabétisation dans les zones rurales du Brésil. Mais très vite, il comprend que lire et écrire ne suffisent pas. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à déchiffrer des lettres, mais à lire le monde. À comprendre sa réalité, ses causes, ses injustices. Et surtout, à agir. Cette approche, Freire la théorise dans son ouvrage célèbre, Pédagogie des opprimés. C'est un livre fondateur, traduit dans des dizaines de langues, qui propose une autre façon de penser l'éducation. Une façon radicalement engagée, critique, et centrée sur la dignité des apprenants. Freire y dénonce ce qu'il appelle la pédagogie bancaire, un modèle où l'enseignant dépose un savoir tout fait dans la tête des élèves, passifs. Selon lui, ce type d'éducation perpétue l'oppression. Au contraire, il appelle à une pédagogie du dialogue, de la co-construction du savoir, où les apprenants sont sujets de leur propre histoire. Son engagement lui vaudra l'exil pendant plusieurs années, notamment au Chili, en Afrique et en Europe. Mais partout où il passe, il inspire enseignants, militants, chercheurs. Pour beaucoup, Paulo Freire incarne l'idée que l'éducation peut libérer. La pédagogie du dialogue est au cœur de la pensée de Paulo Freire. Contrairement à la pédagogie bancaire, elle considère que chaque apprenant est porteur de savoir, d'expérience, d'intelligence. Le rôle de l'éducateur n'est plus de remplir des têtes vides, mais de créer un espace d'échange, où le savoir se construit ensemble. Dans cette pédagogie, on apprend en parlant, en posant des questions, en confrontant des idées, en faisant des liens avec le vécu. L'enseignant n'est pas au-dessus, mais avec. Il partage son savoir, mais il apprend aussi de ses élèves. C'est une relation de respect mutuel. Ce dialogue n'est pas juste une méthode pédagogique. Pour Freire, c'est une démarche politique. Dialoguer, c'est reconnaître l'autre comme un sujet, c'est créer une société où chacun peut s'exprimer, réfléchir et agir. En ce sens, apprendre à dialoguer, c'est aussi apprendre à participer à la démocratie. Dans une classe freirienne, on ne part pas d'un programme abstrait, mais de la réalité des apprenants. On parle de leur quotidien, de leurs difficultés, de leurs espoirs. À partir de là, on introduit des savoirs, des textes, des outils pour mieux comprendre le monde. L'apprentissage devient concret, vivant, engagé. Cette pédagogie demande du temps, de la confiance, de la souplesse. Elle n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, surtout dans un système scolaire rigide. Mais elle transforme profondément la relation au savoir. Elle donne envie d'apprendre, parce qu'on se sent acteur, et non spectateur. Le dialogue, pour Freire, est la première étape vers la conscientisation. Le mot « conscientisation » a été inventé par Paulo Freire. Il désigne un processus central de sa pédagogie, prendre conscience de la réalité sociale et politique dans laquelle on vit. Mais pas seulement. Il s'agit aussi de comprendre les mécanismes d'oppression, d'en identifier les causes, et de développer une volonté d'agir pour les transformer.
Frère ne sépare jamais le savoir de l'action. Pour lui, apprendre, c'est commencer à voir le monde autrement. C'est passer de la résignation à l'interrogation, puis à l'engagement. La conscientisation, c'est donc un éveil critique, une façon de sortir du fatalisme, du c'est comme ça et on n'y peut rien. Prenons un exemple simple, un élève qui vit dans un quartier défavorisé peut avoir intériorisé l'idée qu'il est nul, ou qu'il ne réussira jamais. La conscientisation l'amène à comprendre que ce n'est pas lui le problème, mais un système qui reproduit les inégalités. En prenant conscience de cela, il peut retrouver de la dignité, de l'énergie, et surtout, l'envie de résister. Ce processus ne se fait pas seul. Il se construit collectivement, à travers le dialogue, le partage d'expériences, la lecture critique du monde. Frère s'inspire ici des luttes sociales, notamment du mouvement ouvrier et des communautés rurales d'Amérique latine, pour qui parler de sa vie, c'est déjà commencer à se libérer. Conscientiser, ce n'est pas manipuler ou imposer un point de vue. C'est aider à voir ce qui était caché, à nommer ce qu'on ressentait sans comprendre, à relier l'intime au politique. C'est une pédagogie de l'éveil, pas de l'endoctrinement. Et cette prise de conscience est indissociable de l'action. Une fois que l'on voit les injustices, la question devient « qu'est-ce qu'on fait ?» C'est ce lien en rééducation et transformation sociale que Frère appelle la pratique de la liberté. Chez Paulo Freire, l'éducation n'est jamais une fin en soi. Elle est un chemin vers la liberté. Mais attention, pas une liberté individuelle et isolée, une liberté collective, construite dans la solidarité et l'action politique. Pour Frère, apprendre, ce n'est pas seulement accumuler des savoirs, c'est devenir capable de penser par soi-même, de remettre en question ce qui paraît normal, et surtout, d'agir. L'éducation devient alors une pratique de la liberté, parce qu'elle ouvre des possibles. Elle permet de sortir de l'oppression, de prendre sa vie en main, et de participer à la transformation du monde. Mais cette liberté ne se donne pas. Elle se construit ensemble, au fil des échanges, de l'analyse collective, des expérimentations. Dans ce processus, l'école doit devenir un espace d'expérimentation démocratique. Pas un lieu où l'on obéit, mais un lieu où l'on débat, où l'on s'essaie à la parole, au choix, à la responsabilité. Frère dit souvent que « personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble, par l'intermédiaire du monde ». Cela signifie que l'éducation ne se limite à l'école, elle se joue partout, dans les familles, les associations, les mouvements sociaux. C'est une dynamique vivante, ancrée dans le réel. L'enseignant, dans cette perspective, n'est pas un technicien du savoir, mais un accompagnateur de parcours. Il aide les élèves à se poser des questions, à prendre conscience de leurs propres capacités, à se relier aux autres. Il crée un climat de confiance, où chacun peut se sentir légitime, digne, capable. Cette éducation-là n'est pas neutre. Elle est engagée. Elle prend parti pour l'humain, pour la justice, pour l'émancipation. Elle refuse le fatalisme, la peur, l'indifférence. Elle invite à rêver, à imaginer d'autres mondes possibles. Mais cette éducation demande aussi du courage. Car apprendre à être libre, c'est aussi accepter de douter, de se remettre en question, de sortir du confort des certitudes. C'est un chemin exigeant, mais profondément humain. Si la pensée de Paulo Freire a inspiré des générations d'éducateurs dans le monde entier, elle n'a pas échappé aux critiques. Et c'est une bonne chose, comme toute pensée politique forte, elle mérite d'être discutée, interrogée, remise en perspective. Une première critique vient de ceux qui accusent Freire de politiser l'éducation de manière excessive. Pour eux, l'école devrait rester un espace neutre, protégé des idéologies. Ils craignent qu'une pédagogie engagée, centrée sur la critique sociale, se transforme en une forme d'endoctrinement, où l'on impose une vision du monde au lieu de l'ouvrir. Cette crainte est d'autant plus vive dans les sociétés pluralistes, où cohabitent plusieurs visions du bien commun. Freire répondait à cela que toute éducation est déjà politique, même quand elle prétend être neutre. Pour lui, choisir de ne pas parler d'injustice, c'est déjà un choix idéologique. Il ne s'agit pas d'imposer une pensée unique, mais d'inviter au questionnement, à la prise de conscience, au dialogue. Mais la frontière peut parfois sembler floue, et la vigilance reste nécessaire. D'autres critiques viennent du terrain. Certains enseignants trouvent la pédagogie freirienne difficile à appliquer dans des classes hétérogènes,
surchargés, avec des programmes rigides et des évaluations normées. Il est vrai que Frère écrivait souvent dans le contexte de l'alphabétisation d'adultes pauvres, dans un cadre non scolaire. Adapter ses idées à l'école traditionnelle demande du temps, des ressources, de la formation, et une certaine liberté pédagogique qui n'est pas toujours au rendez-vous. Certains chercheurs soulignent aussi que Frère parle très peu des dimensions émotionnelles, affectives, ou psychologiques de l'apprentissage. Sa pensée est profondément sociale et politique, mais elle laisse un peu de côté la subjectivité, les besoins individuels, les différences de rythme ou de motivation. Sur ce point, des pédagogues comme Carl Rogers peuvent compléter utilement sa vision. Enfin, certains reprochent à Frère un langage parfois abstrait, voire mystique, qui peut rendre son message difficile d'accès. On y trouve des termes comme « praxis », « conscientisation »,« opprimé », qui nécessitent des explications claires pour éviter les malentendus. Mais ces critiques ne remettent pas en cause la richesse et la force de sa pensée. Elles montrent au contraire qu'elle est vivante, qu'elle suscite le débat, et qu'elle continue d'interroger notre rapport à l'éducation.